Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Claire Léger. Claire pratique l'hypnose intuitive et le massage bien-être. Elle est aussi facilitatrice dans un cercle de femmes. Depuis toute petite, elle a évolué dans des milieux familiaux, éducatifs et professionnels où la relation d'aide et l'acceptation des autres, dans toutes leurs différences, était naturelle. Elle a appris à gérer son hypersensibilité et en faire même un atout pour elle et les personnes qu'elle guide. C'est en naviguant entre différentes expériences professionnelles qu'elle a su trouver sa voie de réalisation, même si certains rappels à l'ordre vers cette voie ont été douloureux. Avec toujours en filigrane, l'intuition qu'elle a su écouter et qui s'est imposée dans son parcours et des activités qu'elle propose. Elle nous parle des cercles de femmes, du rôle de facilitatrice et les changements qu'elle a vu se produire en elle en exerçant ce rôle. En suivant l'enseignement des 13 mères originelles, elle a ainsi pu découvrir des côtés de sa personnalité enfouis en elle et se connecter à sa féminité. Un épisode riche en émotions où Claire partage ses ressentis et se dévoile sans filtre. Bonsoir Claire, je suis enchantée de te recevoir. Tu es maître praticien en hypnose, tu es praticienne de massage, tu es facilitatrice dans un cercle de femmes. Est-ce que tu pourrais te présenter, toi, en quelques mots, nous raconter un petit peu ton parcours aussi? C'est une grande question. Déjà merci Clavi pour ta demande d'interview. C'est très agréable. Alors je voulais déjà commencer par le commencement déjà. Je sais pas si tu étais un peu au courant, mais je suis dedans un peu depuis toute petite. Alors, on va dire que je suis une extrasensible et ça a commencé vraiment vers mes 5 ans où j'ai commencé à découvrir, voilà, à voir des choses, à entendre des choses, enfin voilà, extrasensorielles, on va dire. Donc une hypersensibilité et puis une hyper-intuition aussi. D'ailleurs, mes parents, surtout mon papa, disaient bah toi, tu réussis pas trop à l'école, mais t'es quelqu'un qui est intuitive. Voilà, j'avais déjà ça toute petite. Et puis donc la logique était très peu pour moi en fait. Voilà, c'est une autre logique. Et puis en fait, j'ai des parents qui sont infirmiers en psychiatrie. Et donc très jeune, en fait, j'ai été au contact en fait des personnes qui étaient en difficulté parce que voilà, l'hôpital psychiatrique en fait, je pouvais m'y rendre quand mes parents devaient y aller, enfin, pour quelconque raison. Et donc bah déjà j'étais déjà dans un autre monde en fait, parce que la psychiatrie, c'est des gens quand on est petit, quand on a 5 ans, 6 ans, c'est quand même assez particulier. Mais je savais qu'il y avait la possibilité qu'il y ait des gens qui soient différents de nous et qui aient besoin en fait d'accompagnement. Donc ça, c'était très jeune. Les personnes en difficulté, je savais que ça existait. Et puis après, donc je me suis construite sur ça parce que mes parents en fait sont tous les 2 dans ce domaine-là, donc on parlait à la maison sans trop s'étaler, mais voilà, je me suis construite autour de ça, dans l'accompagnement aux personnes dans le besoin, d'être d'être assez à l'écoute des gens qui sont dans le besoin, voilà. Et puis après, j'ai été quand même forgée très jeune à tout ça et puis en fait, je savais pas trop quoi faire de ma vie, enfin, quand on est au collège, on nous demande: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» Heu, difficile, je veux faire comme papa et maman parce qu'il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot, c'est ce que j'ai entendu donc effectivement, je me suis dirigée en fait vers infirmière en fait, à l'école d'infirmière. Donc avant tout ça, j'ai fait des études
quand même qui me permettait d'être dans le sanitaire et social. Et puis j'ai eu aussi, ça j'ai oublié de le mentionner, j'ai été aussi au collège dans un univers particulier où on accompagnait des personnes qui étaient malvoyantes ou aveugles. Nous, en quatrième, troisième, on accompagnait des petits copains qui étaient voilà, en difficulté, plus au niveau de la vue. Et puis j'ai rencontré une très bonne amie qui était leucémique et qui a perdu la vie lorsque j'ai eu 3 ans. 3 ans. Bah, tu vois, je m'en mêle les passants. Lorsque j'étais en troisième. Et ça a été D'accord. un peu un choc pour moi, en fait. Il y a eu beaucoup de choses, en fait. Tout ça, ça m'a forgé un petit peu cette idée que, ben voilà, je suis pas là par hasard et je suis là aussi pour accompagner une copine qui va mourir un mois après, ou un copain qui est malvoyant ou aveugle. Puis après, ben, j'ai eu cette chance aussi de faire de l'humanitaire, donc c'était aussi en troisième. Je suis partie au Mali avec Mmh. toute ma classe. Donc ça a été une sacrée aventure qu'on a préparée pendant 2 ans, parce que fallait payer le voyage. Et puis on est parti pour accompagner ces copains qui étaient malvoyants, aveugles, d'un institut qui était juste en fait c'est des sortes de, comment dire, j'ai perdu le mot, des parrainages en fait entre le collège et puis cet institut de malvoyants. Et puis qui était aussi notre ville en fait était jumelée avec Bamako au Mali. Donc on est parti accompagner en fait nos copains malvoyants, l'école aussi de malvoyants, partis à Bamako. Et là-bas, on a rencontré la détresse, on a rencontré des sourires, on a rencontré des gens merveilleux. Ça m'a mis une bonne claque, une bonne claque quand on a 14-15 ans, en fait. C'est voilà, j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions parce que ça a été extraordinaire, ça a été un grand tournant dans ma vie. Et déjà à 14 ans, 15 ans, un grand tournant dans ma vie, me dire bon bah voilà, qu'est-ce que je veux faire? Ben je veux faire de l'humanitaire. Donc je voulais aider les gens en fait, aider les gens, voyager. Donc j'ai toujours gardé ça, sauf que je suis pas allée dans l'humanitaire. C'est pas passé comme prévu. Mais voilà, ça a été vraiment un truc qui est toujours resté dans ma tête. Et puis après, je suis revenue à ma vie de tous les jours et je me suis décidée à faire infirmière. Donc j'ai passé des concours infirmiers que j'ai tout enfin voilà, j'ai eu mon concours infirmier pour Angers et puis au final, j'ai choisi une petite bourgade, Saumur. Et donc j'ai fait mes 2 ans en fait d'école. Et puis à un moment donné, j'ai décroché parce que j'étais trop loin en fait des patients. Le fait d'être comment dire, avec l'instrument, la prise de sang, les outils en fait, me détachaient en fait de la peau, du contact que je pouvais avoir avec les gens. On était très pressés, on pouvait pas parler aux gens. Donc j'ai fait déjà un burn-out en fait en deuxième année. Et j'ai quand même fait mon début de TOEFL sur le toucher thérapeutique. Donc j'étais déjà dans l'envie de faire du soin toucher. Enfin, il y avait quelque chose qui mûrissait en moi. Et puis, je me suis retrouvée aide-soignante très rapidement et j'ai fait 10 ans en fait d'accompagnement exclusif en maison de retraite, à faire du palliatif jusqu'à la fin en fait, et même être dans des unités de soins palliatifs pour des personnes en fin de vie et des prescriptions d'aromathérapie, de soins, massage, aromato, enfin bon, c'était génial. Mais pareil, pas assez de temps, pas assez de possibilités, de rester avec les personnes en fin de vie ou voilà, en tout cas, qui étaient dans le besoin pour parler, pour
prendre son temps, pour faire du massage. Donc j'ai fait un autre burn-out. Là, ça a été celui qui m'a mis vraiment à genoux. Et donc j'ai été en dépression pendant 2 ans, en fait, forte dépression. J'ai, pendant cette dépression, énormément travaillé sur moi. J'ai fait du développement personnel plus. Ça a été un gros nettoyage dans ma vie, et c'est là que j'ai décidé, après bon, ceux qui connaissent le burn-out, ils savent, ils sont un peu au courant de comment ça se passe, hein, quand on est au seuil de sa vie, on a l'impression d'être au bord d'un précipice et se dire bon, alors je continue ou j'arrête, ou je me supprime. Ça a été jusqu'à ça, hein. Se dire que c'est une mission de vie, en fait, là, qui se positionnait à moi, je pouvais plus continuer, en fait. C'est très particulier, alors que je venais juste donner la vie à mon enfant. Et moi, en fait, je me disais, là, je peux plus continuer à être comme ça, à faire des faux semblants. Ça a été une grosse remise en question en 2014-2015. Et puis un travail en sophrologie, et puis sur moi, en fait. Si je suis accompagnatrice maintenant, c'est parce que j'ai énormément travaillé sur moi. D'ailleurs, Erickson le dit très bien. Erickson dit, Milton Erickson, le praticien en hypnose, hein, qui nous a enseigné l'hypnose ericksonienne, dit très bien que, en fait, ce sont par nos difficultés à nous thérapeutes qu'on peut accompagner, en fait, d'autres qui y sont dans le besoin. Et je pense que c'est le burn-out qui fait que maintenant, que j'ai vécu, que j'ai traversé, et la dépression, qui a été très difficile à vivre. Mais je m'en suis sortie, et c'est ce qui fait ma force, et c'est ce qui fait que je peux accompagner d'autres qui sont en ce moment dans le burn-out et qui sont dépressifs, qui sont dans des reconversions professionnelles. J'en ai fait ma spécialité, et puis d'autres choses aussi, parce que j'ai vécu comme beaucoup de femmes, hein, on peut vivre plein de choses. Et donc j'en ai fait ma force aussi, autant dans les cercles de femmes, voilà. Donc si je peux résumer un petit peu tout ça, parce que c'est un cheminement, en fait. Moi j'ai 35 ans, donc en fait je suis jeune, et j'ai l'impression d'avoir compacté, en fait, tout ça, toute cette vie, en fait, autour de l'accompagnement, parce que moi c'est vraiment ce qui sort de ma vie, c'est l'intuition, l'accompagnement, le désir, en fait, de montrer mes vulnérabilités, en fait. C'est ça, en fait, ma vie, c'est ça. C'est moi, quand je suis en accompagnement, je dis ce que j'ai vécu, que ça a été difficile. Je suis vulnérable, j'ai été vulnérable, mais ma vulnérabilité fait mes forces, en fait, de maintenant. Donc c'est pour ça que maintenant, j'accompagne des personnes autant en hypnose, autant en cercle, quand je facilite les cercles de femmes, et autant je propose des formations en hypnose et des formations en massage personnalisées. Parce que, en fait, c'est ce qui m'avait manqué. C'est ça, en fait, dans ma vie, c'est ce qui m'avait manqué. J'avais manqué d'un accompagnement vraiment rien que pour moi, en fait, de me dire, voilà, je suis unique. En fait, je suis vraiment unique. J'ai ma voix, j'ai ma propre mission, et donc ça, c'est génial, en fait. C'est même, je pense, c'est sublime, en fait, d'arriver vers quelqu'un et puis de se dire, voilà, moi j'ai quelque chose, j'ai ma réalisation, j'ai ma légende personnelle, hein, ça vient d'un livre, ça, mais j'ai mon petit truc à moi, et est-ce qu'on peut m'écouter, et est-ce qu'on peut m'aider à m'accompagner sur ce cheminement-là. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc voilà, j'ai dit
Voilà, j'ai D'accord. 35 ans, j'ai un enfant et voilà, je vis, enfin, pas avec mon enfant à temps plein, il est en garde alternée et ça, c'est aussi, la difficulté d'une jeune entrepreneuse, qui doit, autant et ça parle beaucoup, hein. Ça parle beaucoup, beaucoup, moi j'en parle de ça aussi aux entrepreneuses ou aux femmes, maintenant ça se fait beaucoup, hein, des femmes qui n'ont pas leur enfant à temps plein et qui ont des gardes alternés. Donc aussi j'ai des accompagnements pour, des femmes ou des hommes, hein, qui sont en difficulté, parce que ça arrive, énormément et puis des enfants aussi. J'accompagne des enfants aussi qui sont, dans des doubles foyers en fait et donc ça, c'est quelque chose où, beh, je vis en fait des choses, et puis avec le recul, maintenant je peux en parler, je peux accompagner les personnes pour, bah, vivre ces difficultés et puis, prendre du recul et puis prendre de la hauteur même, face à ces choses de la vie, quoi. Voilà. Donc je sais D'accord. pas si j'ai Mais été c'était complète, c'est un parcours passionnant mais il y a une question que je me posais aussi en t'écoutant. Tu parlais de ton hypersensibilité déjà dès l'âge de 5 ans et pourtant, tu as accompagné ton ami qui a eu une leucémie, tu as été au Mali, ça a dû être difficile pour quelqu'un d'hypersensible. Est-ce que ça t'a servi ou au contraire tu as appris à t'en protéger? Enfin, comment tu gères ça maintenant ou comment tu le gérais avant? Alors, l'hypersensibilité pour moi, alors quand j'étais petite, ça a été, waouh, hem, je suis issue d'une famille, qui n'exprime pas tellement ses émotions et le fait d'avoir une enfant dans la famille qui pleure beaucoup, qui évacue beaucoup en fait, Mmh. qui est sensible en fait, très sensible. C'est très difficile, pour des parents, en fait, qui n'ont pas ce langage-là, en fait. Enfin voilà, moi mes parents ils ont enfin je les remercie, hein, mais c'était dur, hein, avec du recul de me dire que j'avais pas le droit de pleurer parce que ça leur renvoyait, leurs propres difficultés. Bon voilà, moi Mmh. c'est au bout de 30 ans que j'ai réussi à comprendre ça. Mais ça, c'est le plus dur, c'est quand on est une enfant hypersensible ou une adulte, c'est d'être dans un milieu, en fait, qui n'accepte pas, en fait, ces sensibilités. Mais quand on est entouré, maintenant je suis entourée, en fait, de personnes à qui je dis: «Je suis hypersensible, extravertie», enfin voilà, quelqu'un, qui peut, amplifier les choses et tout ça. Bah, maintenant je me suis présentée et j'ai autour de moi maintenant des personnes qui acceptent ça, même s'ils ne sont pas hypersensibles et même si c'est pas leur langage. Après, heu, la vie, enfin moi je le vois autour de moi, hein, les gens, sont de plus en plus hypersensibles, enfin je le sens ou alors c'est parce que je les rencontre aussi et qui viennent avec à moi. Difficile pour eux de vivre dans ce monde qui est difficile, et ils se sentent incompris ou ils se sentent débordés par les émotions. Ce qui m'a beaucoup plus, tempérée et centrée, parce que c'est ça en fait pour un hypersensible, c'est de devoir se centrer, et de faire que les vagues, elles ne débordent pas trop et qu'on pète pas des crises, toutes les 5 minutes parce qu'on peut être colérique, aussi, hein, c'est très compliqué pour les hypersensibles. Ça dépend comment on réagit, mais pour mon cas, je suis feu et donc je peux, enfin je peux enfin si j'arrive pas à exprimer mes émotions, je peux cramer la baraque tout entière, hein. C'est très compliqué. Ouais, c'est très, très compliqué et je pense qu'on est bien plus que enfin, quand on arrive à s'exprimer et le dire en Mmh. rigolant, ça fou! Voilà et ça sert à ça les cercles de femmes. Ça sert à aussi, enfin, je mélange un peu tout, mais quand une fois par mois, je peux dire: «Ah bah là, j'ai pris un couteau et puis énervé ah ça ouais, mais en fait, c'est bon, en fait, il y a 3 paires de yeux qui sont en train de me enfin 4, 6 même, de personnes, il y a 6 personnes qui me regardent et qui me disent: «Bah, en fait, Claire, on te comprend parce qu'on est nous aussi comme ça». Enfin, ou alors, pas du tout, mais en tout cas, on est dans cette bienveillance et on pose les choses et voilà, que je suis facilitatrice ou pas, je suis participante et ça fait du bien
Et donc l'hypersensibilité, c'est ce centrage aussi, cette méditation, cette respiration, c'est ça qui fait on se centre, mais aussi on peut aussi en parler et dire bah voilà, moi des fois j'ai de la colère, j'ai des excès je me mets à pleurer, j'ai de la pitié. Enfin là tout à l'heure j'étais en train de parler à mon ami, je dis oh, je déteste cette émotion-là, j'ai ressenti de la pitié, et ça me déborde, je me sens pas bien. Le fait d'en parler, pouf, voilà, même si la personne me comprend pas trop, c'est pas son truc, c'est pas son voilà, mais ça pose des choses. Et ça c'est ce que j'ai appris en fait, c'est que c'est normal en fait de ressentir ça et quand on est tout petit, à 5 ans, on sait pas nommer tout ça en fait. Donc bah en fait, on vit avec ça. Après, on a nos enfants. Nous, on est avec nos enfants. Moi, je vois mon fils, il est très, très sensible. Du coup, j'ai pas fait les chiens ne font pas des chats non plus et je vois mon fils, bah, il m'exprime des émotions et moi, je le laisse en fait, cette place et lui dire: «Bah OK, c'est OK, tu peux parler et c'est normal en fait. Toi, tu ressens ça et tu as le droit de ressentir ça». Voilà. Après, par rapport aux événements, je pense pas que ça m'ait plus que ça été difficile, au contraire, ça a été génial en fait d'être hypersensible dans ces alors il y a le côté moins bien et là je l'ai évoqué où, c'est difficile par moments parce qu'on peut pas poser sa parole et puis on peut avoir des excès, d'humeur et de sensibilité. Mais il y a aussi la sensibilité, l'hypersensibilité qui est un avantage, un atout en fait énorme puisque on va, plus voir une personne, en, une simple dimension, on va voir la personne en une 6 dimensions, on va dire, avec, multidimensionnel, on va dire. On va la ressentir, on va la ressentir dans notre être, on va la voir, enfin voilà, on va voir la communication non verbale, on a une observation plus fine, on a des ressentis énormes, de je dois aller à droite ou à gauche. C'est en fait, ça facilite peut-être la vie, à Mmh. partir du moment où on écoute aussi. Enfin moi je vois avec cette hypersensibilité, je vois tous les signes qui me sont envoyés, de l'univers, que tous les signes que les autres peuvent m'envoyer. Enfin c'est génial quoi, Mmh. et on pourrait dire que la vie est magique quand c'est comme ça. Pas tout le temps, mais ça réenchante la vie quoi, c'est génial quoi. Donc pour moi, l'hypersensibilité, ça un atout et puis par moments, c'est un peu plus difficile à porter. Après, bon, bah, l'hypersensibilité, moi, je la croise beaucoup avec, cette intuition. Bon, ça, l'intuition, c'est un mot assez généralisé qui parle à tout le monde. Après, quand je vais un peu plus loin, je parle de clairvoyance, de clairaudience et de médiumnité, voilà. Voilà un petit peu. Bon après, c'est des branches, que j'ai choisi en fait, d'aller un petit peu, gratter un petit peu plus loin que ce que je voyais en surface quoi, voilà. D'accord. Et c'est vrai que, comme tu le disais, ça se relie aussi à ton mot d'intuition et ça tout prend son sens. Et quand on discutait un petit peu ben, pour prendre contact pour cette interview, tu me parlais des cercles de femmes. Est-ce que tu pourrais peut-être présenter un petit peu aux auditeurs enfin, qu'est-ce que c'est déjà un cercle de femmes et puis quelle est ta vision par rapport à ce que tu animes? Alors, les cercles de femmes. Donc le cercle de femmes, comme son nom l'indique, c'est un cercle. Alors, un cercle vraiment dans cette, notion, de géométrie, hein, en quelque sorte, hein, parce qu'on se place en cercle, assise, par terre, sur, des coussins bien confortables et on forme un cercle. D'une part pour recréer en fait, au niveau de l'énergie en fait, cette énergie lunaire, solaire, de l'atome, de la cellule, du ventre de la mère, voilà, et puis en même temps pour se retrouver en son centre, et puis regarder l'autel donc qui est au milieu, qui est placé au milieu, où sont disposés en fait, les élémentaux
Donc on recrée en fait, on symbolise et puis, ça nous permet aussi de se regarder, entre femmes, les yeux dans les yeux et de vraiment se voir aussi, en tant que miroir, voilà. Ces cercles, sont environ de 5 6 femmes, 7 femmes, voilà. Généralement, c'est quand même des petits cercles que je facilite. On n'est pas du tout sur une organisation pyramidale, on est vraiment sur une organisation, en cercle. Ça veut dire que, voilà, je facilite, mais je ne suis pas chef, en fait, d'un groupe. Nous prenons des décisions ensemble. Après, je suis quand même une hôtesse, donc c'est moi qui invite les personnes, chez moi. Voilà, donc c'est assez personnel, hein, du coup, pour le coup et donc je j'ai voilà, il y a toute une cérémonie, en fait, de fumigation avant d'entrer, dans cette cérémonie d'ouverture du cercle de femmes. Donc une fumigation, c'est à la sauge et ça permet de nettoyer, d'enlever, de dépolluer un peu, tous ces miasmes de la ville et puis, d'apaiser, de venir à la terre. Donc généralement, ce cercle, il est basé beaucoup sur le travail, en fait, du chakra racine et du chakra, sacré. On est quand même beaucoup sur ça. Après, tout dépend des cercles de femmes. Voilà, il y a des cercles de femmes qui vont être plus dans l'élévation du rond coronal ou du troisième œil. Après, on vient le voir aussi, hein, mais c'est vrai que moi, j'aime bien travailler sur l'enracinement, en fait, des femmes, parce que on a ce côté un petit peu cérébral, nous les femmes, et puis ce côté un petit peu aussi, quand même, pas que les femmes, hein, mais tout le monde, hein, on est dans une humanité quand même à beaucoup réfléchir, à beaucoup raisonner, et je trouve que le fait de revenir à, voilà, nous sommes des terriennes, nous avons besoin de nous ancrer, nous enraciner dans le moment présent. Donc c'est très curieux, en fait, pour certaines personnes de ressentir, pour une fois, cette chaleur, en fait, qui vient de la terre-mère et de la faire monter, jusqu'à, nos organes, génitaux et de recevoir, cette énergie dans notre chaudron, en fait. Donc tout ça, en fait, on vient vraiment, soit le visualiser, soit le ressentir. Après, il y a des femmes qui sont pas forcément, sujettes, à ces ressentis-là, mais toujours est-il que il y a en fait, cette découverte, de ce corps qui est assis par terre, donc on fait pas par hasard quand on s'assoit Mmh. par terre, c'est vraiment pour être vraiment au plus proche en fait de cette terre que nous venons honorer par les élémentaux, voilà, parce qu'on vient honorer, la terre-mère aussi. Voilà, un petit peu, hein, et à quoi ça sert? Le cercle femmes, en fait, est un moment privilégié. C'est un moment, de pause. C'est un moment, où on est dans la totale bienveillance face à nous-mêmes et face aux autres, hein, et puis, c'est un moment de tendresse et de douceur. C'est vraiment, vraiment comme disait une participante, elle disait: «C'est un moment comme une plume, quoi. C'est comme un cocon». C'est voilà. Et c'est peut-être les seuls moments où on peut se poser, en fait, dans notre quotidien, oublier, qu'on a un mari, des enfants et qu'on est vraiment soi-même. Et donc, c'est vrai que il se passe beaucoup de choses, hein, pendant ces cercles, donc là, moi, je suis facilitatrice dans ces cercles, avec, cette énergie de la pleine lune. Donc on se retrouve, autour de la pleine lune. Soit 5 jours avant, soit 5 jours après, mais généralement, c'est plus, le soir même de la pleine lune. J'aime bien avoir l'énergie de la pleine lune, parce qu'il est dit qu'à l'énergie enfin, avec l'énergie de la pleine lune, il y a des émotions qui remontent. Donc après, on est sujette ou pas, à ces énergies-là. En tout cas, c'est vraiment le moment idéal pour, lâcher des choses, en fait, à la pleine lune, pour, recommencer un nouveau cycle aussi sur, des bonnes bases. Alors ces cercles de femmes, hein, ils sont intergénérationnels, hein, ça fait, des millénaires, que ça existe, hein. C'est vraiment, c'est vraiment ancestral, hein, vraiment.
c'est traditionnel même, ce que je propose, hein. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, ça fait, depuis la nuit des temps et c'est vrai que les femmes, donc moi je suis vraiment, je suis vraiment, ce que les femmes amérindiennes, faisaient aussi. Quand elles avaient, leurs règles, elles se retrouvaient entre elles, en fait, dans des lodges, hein, enfin des sweet lodges et pendant leurs, règles, parce que toutes les femmes avaient leurs règles en même temps puisqu'elles vivaient dans la même communauté et elles se retrouvaient dans une hutte et dans cette hutte, elles parlaient, en fait, de tout, quoi et c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment ça ce que je propose. Alors bien sûr, on n'a pas nos règles en même temps, pas toutes, les participantes, mais en tout cas, c'est, à la pleine lune, on se retrouve, pour, voilà, pour recevoir un enseignement. Donc l'enseignement lunaire en fonction de chaque lune, hein, parce que les lunes changent tous les mois, c'est vraiment une lune différente, une lune en astrologie en fait, voilà donc ça peut être, la lune en balance, enfin voilà et ça amène une énergie complètement différente à chaque fois et donc en parallèle, je, fais cette guidance aussi de cet enseignement des 13 mères originelles et donc là, ça c'est vraiment un sacré truc parce qu'on se rend compte que l'enseignement, de la lune qui est très celtique, astrologique, voilà, et se coordonne super bien en fait avec, les 13 mères originelles et même moi à chaque fois je suis époustouflée par, cette concordance, cette, reliance entre, tous ces enseignements et donc ces rituels qui sont proposés, ces méditations qui me sont soufflées en fait, à chaque fois c'est vraiment, extraordinaire. Donc ça dure à peu près 3 heures en fait par soir, donc une fois par mois et c'est bien condensé, quand je ressors de là-dedans, je suis énergisée comme jamais. D'ailleurs, je peux pas aller me coucher tout de suite. Mmh. Je peux pas. Je pourrais aller danser, je pourrais aller chanter, jouer du tambour, c'est c'est phénoménal. L'énergie qui est appelée là, c'est une énergie, qui me porte pendant de nombreux jours, hein. C'est impressionnant, hein. Donc il y a une guidance, qui commence à peu près, 2-3 jours avant, donc mais là, elle a déjà commencé pour la pleine lune. Alors on y est loin, on est qu'à la nouvelle lune et j'ai déjà commencé à avoir des messages pour la pleine lune. Donc c'est carrément en fait une guidance, là, qui est instituée, hein, alors, si je commence à raconter tout, ça va être c'est les 13 mères originelles. Si vous êtes intéressés, c'est 13 grand-mères, donc 13 archétypes. Mmh. Si vous êtes intéressés aussi, allez voir, les archétypes de Jung, voilà, ou de femmes qui courent avec les loups, ça c'est un truc, de base. Voilà, donc les archétypes féminins, bah, c'est nous en fait, on a ces 13, facettes en nous et donc on porte ces 13 grand-mères et donc on va venir, mois par mois, les réveiller, les éveiller en fait et venir, les connaître un petit peu en quelque sorte, les reconnaître aussi et c'est pour ça que ça parle à tout le monde en fait. C'est ça qui est extraordinaire et ça a pas perdu du tout, de son sens, parce que c'est réel en fait. Ces 13 grand-mères, elles ont existé et elles se sont retrouvées dans cette hutte et ça a jamais, été perdu ces enseignements, quoi. Alors il y en a qui vont dire c'est des oracles, voilà, ça a été, réceptionné par des femmes médecines et ça a été retraduit et je pense pas vraiment, mais bon, c'est ça qui fait partie, du mythe, en fait. Je pense que ces 13 grand-mères ont vraiment existé et parce que c'est incroyable ce qu'elles ont écrit. Alors c'est dans le livre Les 13 mères originelles de Jimmy Sames et ce livre-là, si vous êtes amené à l'avoir entre vos mains, peut-être que ça vous dit trop rien de le lire toute seule, mais une fois que vous êtes en cercle de femmes, waouh, ça prend une autre dimension parce que on le lit ensemble et c'est mais magique. Ça parle vraiment à tous les cœurs de femmes et à tous les hommes, hein. Je pense aussi que les hommes, ils peuvent le lire aussi
Et autant quand je l'ai eu toute seule, ça me disait rien. Je le lisais, voilà, je comprenais pas grand-chose. Et ça fait 3 ans en fait que je l'ai, je le relis, et je me dis mais c'est incroyable. C'est vraiment un enseignement en fait de pouvoir le lire en tant que conteuse en fait, voilà, aussi parce que je le lis à mes sœurs, parce qu'on appelle ça des sœurs, celles qui font partie du cercle. Et je le lis à haute voix et c'est d'une fluidité. Alors ça dure à peu près la lecture 1 heure et quart, donc c'est assez long. Et ouais, c'est assez compact, assez long, et quand je le lis, c'est très 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 fluide, et il y a des intonations, et c'est merveilleux. Ça parle aux enfants intérieurs, ça parle à tout, hein. Et après on est scotché, on est waouh. Ah là, tu viens de t'en rendre compte que ça travaille sur tel point, ça remonte telle émotion. Ouais, enfin bon, seul à lire, je pense que c'est compliqué à lire. Mais en groupe, en cercle, c'est quelque chose. Et puis relié avec l'enseignement lunaire, les rituels, les méditations, là, ça prend tout son sens, quoi. Voilà un petit peu pour le cercle. C'est vrai que je pourrais en parler des heures. En fait, il faudrait une émission rien que pour ça. Et juste pour finir sur ce sujet, tu as vu des changements se faire parmi les femmes que tu suivais dans ces cercles au bout d'une année? Est-ce que tu pourrais peut-être décrire, si c'est possible, quelques-uns, des choses qui sont se révélées? Carrément. Alors déjà, bon moi je peux te dire sur des personnes qui ont suivi très longtemps le cercle, et puis enfin très longtemps au bout d'1 an, hein, parce que là pour l'instant j'ai une personne qui a suivi 1 an. Après moi j'ai en fait comment te dire? J'ai commencé en cercle fermé, parce qu'il y a 2 possibilités. Tu as les cercles qui sont fermés, donc une personne, enfin des personnes vont rester le même groupe, ça va être le même groupe pendant 1 an. Et puis tu as la possibilité de faire des cercles ouverts, donc des gens qui viennent à visiter une gardienne qui leur parle bien, comme par hasard. Ils savent pas trop, elles sont pas au courant, mais ça leur parle. Elles ont été appelées en fait à ce mois-ci là, et elles repartent en fait. Donc ça, j'ai fait cette expérience cette année en fait de choisir un cercle ouvert, donc de rencontrer multiples femmes en fait qui viennent, qui se sentent appelées, qui sont appelées en fait par la gardienne et qui repartent. Elles repartent avec cet enseignement. Ça a été d'une richesse. Ça m'a sorti de ma zone de confort, mais c'est extraordinaire. L'année d'avant, j'avais fait un cercle fermé, et en fait, il s'est dissolu, pardon, parce que il s'est dissous, hein, voilà. Parce qu'il y avait un problème dans le cercle. Voilà, il y avait un problème. Ça peut arriver, des cercles qui sont pas sains en fait, et pas forcément bien équilibrés en fait. J'ai laissé trop de mou en fait. C'est ça, hein, le côté facilitatrice, ça ne s'apprend pas comme ça. J'ai laissé trop enfin, j'avais pas mis assez de cadre, voilà. Et j'avais pas envie de faire du cadre. Enfin bon, donc là pour l'instant, je sais pas si je vais en refaire des cercles fermés, mais en tout cas, j'ai pas le recul assez, enfin j'ai pas le recul nécessaire pour voir des changements sur un groupe entier. J'ai eu une personne qui est là depuis janvier, donc elle aura fait presque une année complète au final avec moi. Et c'est vrai que ce que je voyais et ce qu'elle dit en fait, c'est que ça l'a rempli quoi, ça l'a fait évoluer. Elle se sent vraiment comme des bases. Ça fait comme des bases en elle qui sont posées en fait, voilà. Et elle a tout le temps envie de continuer là. Et puis elle me disait qu'elle voulait faire un cercle fermé pour vraiment vivre elle maintenant le côté voilà, je suis avec les mêmes femmes pendant 1 an. Alors après, c'est toute la difficulté, c'est de trouver le groupe et trouver son rythme, et parce que l'engagement de nos jours, c'est très compliqué. C'est très très compliqué l'engagement. Après, il faut saisir que maintenant, avec du recul, je sais que l'engagement et le travail sur 1 année, 2 ans, 3 ans, surtout en cercle de femmes avec les 13 mères originelles, waouh,
je vous invite vraiment, vous qui m'écoutez, à le faire parce que c'est pas en une fois ou en 2 fois. C'est vraiment un travail en profondeur et c'est au bout de la 13e en fait, la 13e gardienne que tout s'assemble, parce que, c'est là où en fait, au bout du 13e mois, on comprend l'enseignement des 13 mois avant, quoi. Mm. Enfin, c'est incommensurable. Le enfin bon, voilà, l'énergie qui peut s'en dégager et se dire oui, c'est difficile toute l'énergie qu'on met dans ce cercle et puis des moments qui sont très difficiles, hein, on entend des choses qui sont difficiles à entendre par des sœurs. Il y a de la souffrance, mais il y a aussi des bons moments. Il y a des moments de lassitude aussi, ça peut être le cas, hein, des fois ça peut être hyper fatigant. Mais le fait que il y ait tout ça en fait, et ben c'est la vie en fait, c'est la vie. Et au bout d'un moment, on se rend compte que ben c'est pas pour rien en fait. C'est vraiment un enseignement. Hein, c'est voilà, il y a pas d'autre mot. Et ben si moi je peux te dire sur, enfin j'ai un recul nécessaire, c'est sur moi. Mm. Voilà, j'ai vraiment vécu ces 3 ans en fait d'enseignement. C'est incroyable, mais waouh. Et là, j'ai depuis 3 mois, j'ai ouvert une porte, mais on en avait parlé toutes les deux. J'ai ouvert la porte de la féminité. Là, ça y est, je sens, je sais ce que c'est. Ça y est, parce que il y a 3 ans, j'étais une petite fille. J'étais une petite fille. Enfin, j'avais 30, enfin 33 ans. Mais je sais pas, avec du recul, déjà d'être facilitatrice, c'est pas je dis un métier, mais c'est un truc, c'est particulier, hein, d'être facilitatrice. Je le dis bien, hein, tout le monde peut l'être, mais c'est une vraie difficulté, hein, d'avoir un groupe, d'être hôtesse, d'être à la fois à sa juste place, de pouvoir montrer l'exemple. C'est waouh, c'est voilà. Et puis d'avoir de la rigueur, parce qu'il y a des femmes qui vont arriver 10 minutes après l'heure, 20 minutes, qui vont embêter les autres. Enfin, voilà, donc il y a une justesse un peu, voilà. Et puis il y a aussi des éléments qui sont hyper importants dans un cercle, c'est la bienveillance, ne pas reprendre la parole de l'autre. Voilà, parce qu'il y a aussi la cérémonie du bâton de parole, donc ça, voilà, c'est le jugement. Mais attends, ça m'a appris énormément de choses, quoi. C'est quand quelqu'un parle, de l'écouter, de pas lui couper la parole, de ne pas reprendre ce qu'il dit, ses mots, en fait, enfin, la parole de l'autre, ne pas reprendre sa parole. Après le cercle, on ne revient jamais sur ce que la personne a dit et c'est la confidentialité aussi, mais bien plus que ça. Enfin bon, voilà, poser sa parole, ça a été énorme pour moi en 3 ans, un travail énorme. C'est bien écouter l'autre et à travers l'écoute de l'autre, on s'entend soi, mais on ne réagit pas. Parce que des fois, on a envie de dire: «Ah mais moi aussi, je vis la même chose», voilà. Donc ça, c'est on se tait, voilà et on intériorise et donc ça pose énormément, hein. Ça m'a posé énormément et puis bon, là, comme je voulais, juste pour terminer, par rapport, à ce que je découvre là, c'est cette féminité mais waouh, c'est d'une pureté, d'une douceur, d'une délicatesse. Moi qui suis très brute, très yang, très fonceuse, là je découvre le beau, la beauté des choses, vraiment la beauté. Savoir, accueillir les autres avec, des attentions, des waouh, ça c'est du féminin, ça c'est du beau quoi, c'est vraiment et puis, d'accueillir les personnes dans une belle pièce et d'aller jusqu'au bout des choses en fait, travailler sur les couleurs parce que du coup chaque grand-mère, chaque mère originelle est associée à une couleur donc, là je transforme la pièce entière dans la couleur, voilà, truc, dinguerie quoi, enfin voilà. Mais du coup, j'explore énormément ma féminité parce que je vais jusqu'à ma tenue en fait, je la colore en fonction de la gardienne. Donc là, je suis vraiment dans mon rôle en fait, voilà. Et j'ai senti vraiment des choses, très douces et voilà, jusqu'à faire à manger pour les personnes qui viennent. Enfin, j'ai jamais fait ça, quoi. J'ai jamais fait ça.
Donc voilà, juste pour te partager ça, pour moi, ça c'est du vrai féminin en fait. C'est vraiment savoir recevoir l'autre. Et c'est féminin de recevoir. Oui. Merci beaucoup, ça donne envie en tout cas. Surtout que ça me faisait rire parce que moi j'ai lu toute seule, comme tu disais, le livre des 13 mères originales et c'est vrai que bon, c'est joli, mais ça me fait pas vibrer plus que ça. Ouais, Donc ouais. j'aimerais bien avoir l'occasion un jour de faire un cercle ouvert avec toi parce que ça a l'air vraiment passionnant. Puis on sent vraiment la passion dans tous tes mots, donc Mais je ça pense donne envie. qu'on est nombreuses quand même, je pense, à le ressentir. Peut-être qu'autour de chez toi, enfin autour de chacune de vous, enfin qui m'écouterez, tapez 13 mères originelles, cercle, et je suis sûre qu'il y a plein d'autres femmes. Il y a plein de femmes. Maintenant, on est dans la France entière, et je pense qu'on a toute cette vibration en fait quand on en parle. Je suis sûre et certaine. Donc, vous trouverez sûrement des personnes avec qui vous pourrez faire un merveilleux cercle. D'accord, bah merci beaucoup. Et puis, ben, pour terminer, est-ce que tu peux donner ton adresse, enfin, pour te joindre, un site web ou quelque chose, si jamais les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus sur toi? Ok. Alors, moi, je suis à côté de Angers, dans le 49, dans le département du Maine-et-Loire. Et donc, il suffit d'aller sur Google, taper Léger Clair, Angers. Voilà, vous me trouverez. D'accord. Non, c'est légerclairhypnose.fr. Voilà, bon, après, moi, c'est vrai que j'ai un Facebook, je suis partout sur les réseaux. Vous tapez Léger Clair sur Facebook, vous me trouverez. J'aime beaucoup Facebook. Voilà, je fais beaucoup de live. Je suis très active sur les réseaux sociaux, Instagram aussi. Donc, c'est sûr, vous me trouverez. Ok, bah, de toute façon, on mettra tous les liens vers tout Voilà. ça dans les notes du podcast. Ben, merci beaucoup, Claire. C'était très Merci agréable de beaucoup, discuter avec Hermine. toi. Et bah, belle soirée, puis à bientôt. Merci. Au revoir. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairvie Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.